La colonisation n'a permis le développement de la langue arabe qu'après la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Moi, quand j'étais au lycée, la langue arabe, c'était véritablement, elle comptait peanuts, hein. Je me souviens, c'était des cours de cuisine. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me le dire? L'arabe dialectal, ce qu'on appelait l'arabe algérien, etc. C'était véritablement une matière délaissée. Par exemple, le rapport à la langue arabe était très différent au Maroc et en Tunisie qu'en Algérie. En Algérie, on luttait contre la langue arabe. Il n'était pas question de prendre de l'arabe. C'est ça qui, a posteriori, est extraordinaire. C'est qu'on vivait dans un pays donc, de culture forcément arabe, et puis qu'on est passé complètement à côté. Complètement, une ignorance totale. Tout ce que j'ai appris sur la culture arabe, sur l'histoire arabe, etc., c'est en arrivant en France, en faisant mes études. L'arabisation va commencer dans le primaire, à partir des années, la deuxième moitié des années 60, c'est-à-dire à partir des années 66-67. Elle va toucher les lycées au début des années 70. Elle va toucher évidemment au milieu des années 70. Elle va toucher également l'université. Ça a commencé au CP, et puis après au CE1, et puis ça montait. Et c'est arrivé jusqu'au CM2. Et j'ai connu ça, moi. Donc pendant que mes élèves faisaient leurs 2 heures d'arabe, moi j'avais une autre classe à qui j'enseignais le français. Et j'avais des pères qui venaient et m'ont dit, moi je veux pas, si elle prend l'arabe, moi je la mets chez les sœurs. Et j'avais dit, mais chez les sœurs aussi, on va faire la même chose. Vous voyez, il y avait beaucoup de papas qui ne voulaient pas que leurs filles apprennent l'arabe. J'étais très engagée pour qu'il y ait une arabisation de l'enseignement, mais tout à fait hostile à ce que ça se fasse au détriment de la qualité. Et donc les enseignants d'arabe qui ont été recrutés, on est allé les chercher dans les écoles coraniques, et puis les enseignants du Moyen-Orient qui sont arrivés massivement dans le système scolaire algérien, et avec lesquels il y a eu parfois une bonne entente, mais le plus souvent des frictions, qui étaient des frictions de méthodologie. Alors, il y avait des chefs d'établissement qui choisissaient, qui préféraient les Syriens ou les Irakiens plutôt que les Égyptiens. Enfin, il y avait toute des stratégies comme ça pour adapter le personnel aux exigences du milieu. Moi, je vis le début de cela à la fac d'Alger. La fac d'Alger, les cours sont en français, mais arrivent des professeurs qui font un enseignement en arabe obligatoire. Et ces professeurs sont souvent de très mauvais enseignants. Ils viennent d'Égypte, du Yémen. Ils ne sont pas pédagogues. Je ferai 1 an d'arabe, parce que c'était obligatoire. Il ne m'en reste rien parce qu'ils étaient des pas bons professeurs. Mais commence cette arabisation et va suivre, évidemment, une façon de remettre le religieux au cœur de la vie publique, etc. Et donc, on avait commencé à créer une section arabisée à la faculté de droit en 1967. Et lorsque je suis devenu doyen de la faculté de droit, on avait déjà eu un important nombre d'étudiants en langue arabe pour avoir une section un peu autonome, une section arabophone, à côté de la section francophone, qui elle était évidemment très majoritaire à l'époque. Les étudiants francophones représentaient les 3/4, alors que les étudiants de langue arabe ne représentaient même moins d'1/4 des étudiants à la faculté de droit. Mais petit à petit, ça va se renverser. Et à la fin des années 70, la section arabophone est devenue dominante. Et puis au début des années 80, on a fini par décréter qu'il n'y aura d'enseignement en droit qu'en arabe. Et donc c'est la disparition de la section francophone. Il y a eu des problèmes quand on a débattu de la généralisation de l'arabisation. Pendant un certain temps, n'ont été arabisées que les disciplines des sciences sociales, c'est-à-dire le droit, l'économie, l'histoire, la sociologie, etc. Tandis que les disciplines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, médecine, etc., continuent en français. Donc on avait effectivement deux catégories de formation qui sont apparues. Et nous avions la querelle, évidemment, de l'arabisation, qui a commencé assez tôt. Elle a commencé déjà à la fin des années 60 et surtout au début des années 70 pour devenir une affaire politique importante au cours des années 70.
Et le parti va s'emparer de cela pour faire de la querelle de l'arabisation un moyen d'arriver au pouvoir de cette nouvelle classe d'arabisants qui s'estimaient mis de côté, sous-estimés par leurs collègues francophones. Et donc il va y avoir vraiment une bataille pour la conquête non seulement de la langue, et promouvoir et développer davantage la langue arabe, mais pour tout simplement la conquête des places, la conquête des places administratives, les places politiques. C'est devenu vraiment un enjeu politique important qui a créé de sérieux problèmes en Algérie, c'est-à-dire que l'enseignement a souffert finalement de ce problème de l'arabisation, surtout que l'arabisation n'a pas été au départ bien menée. On n'avait pas suffisamment d'enseignants qualifiés en langue arabe, donc l'enseignement était de médiocre qualité. Il faisait une sorte de complexe vis-à-vis de ceux qui avaient la formation francophone, et cela se traduisait par une accusation: vous ne parlez pas l'arabe, vous maîtrisez le français, mais donc vous n'êtes pas de bons Algériens. C'était un petit peu le débat qui prédominait à l'époque parmi la jeunesse étudiante. C'est une guérilla linguistique qui continue parce que les enjeux politiques ont surdéterminé les débats. Ça continue d'autant plus que, bon, alors ça, je ne sais pas si c'est la psychanalyse qui peut le déterminer, mais le traumatisme des Algériens d'un point de vue linguistique est quand même un traumatisme très profond. Et puis, comme il y avait ce présupposé selon lequel retrouver son identité passait par la reconquête de la langue arabe, donc tout était mesuré à l'aune de cette exigence, en quelque sorte. Moyennant quoi, il s'est développé à la fois chez les enseignants, chez les étudiants, etc., une forme de hiérarchie où les francophones étaient considérés comme mieux armés. Et puis, les arabophones avaient le prestige de l'authenticité que n'avaient pas les francophones. Et donc, il y a eu des luttes de valeurs parfois assez féroces. Un jour, on donne une note au président, donc c'est moi, pour l'informer que le ministre de l'Éducation de l'époque prenait des initiatives qui, sans attendre que le feu vert de la présidence, parce que ce sont des initiatives stratégiques. Il voulait faire reculer le français qui était enseigné en 4e année primaire, en 5e année primaire. Mais c'était le début d'un processus pour faire reculer le français jusqu'à ce qu'il ne soit plus enseigné dans le primaire. Et donc là, on a tiré la sonnette d'alarme. Donc j'ai été chargé par Boudiaf d'aller dire au ministre, il ne faut pas toucher au français avant que l'on ait eu le temps de définir une politique, au niveau du sommet de l'État quand même, en ce qui concerne les langues étrangères. Pas nécessairement le français, mais toutes les langues étrangères, parce qu'il y avait un gros problème d'enseignement des langues étrangères. Et le français était victime de ça bien avant les autres langues. Bien. Alors il a refusé, il a dit moi je vais appliquer en octobre la décision que j'ai prise de faire reculer le français. Alors il a démissionné. Et là, il m'a appelé et il m'a dit bah, écoute, prépare-toi et tu vas faire un communiqué pour dire que tu seras le ministre de l'Éducation nationale. J'ai voulu initier une réforme. D'ailleurs, j'ai accepté le poste pour initier une réforme. Et cette réforme, elle introduisait des éléments de modernisation. Elle ne remettait pas en cause l'arabisation, mais elle remettait en cause la pédagogie de l'arabisation. La relation entre l'arabisation et les langues étrangères. Elle remettait en cause le statut de l'arabe par rapport aux berbères. Pour la première fois, dans une tentative de réforme, un responsable évoque le problème de la langue tamazirte. Nous sommes en 92, 93. Donc, le chef du gouvernement a lu toute ma réforme, il l'a annotée complètement, et en bas de la réforme, il a écrit « bon pour application ». Oh, 2 mois après, il est remercié. Arrive le nouveau chef du gouvernement, c'est Reda Malek. Reda Malek, je vais le voir, je lui dis « ton prédécesseur m'a donné le feu vert pour appliquer la réforme ». Il me dit « mais moi je suis d'accord avec mon prédécesseur. Nous avons la même politique ». Il va à New York, il signe l'accord avec le FMI, et il revient. Quelques semaines après, on le remercie. Bouteflika arrive, le président Bouteflika arrive, il s'émeut, comme d'autres, de la situation de l'éducation. Et donc, il a donné instruction ferme de rouvrir le dossier de la réforme.
Mais il n'a pas été rouvert à partir du moment où il a été fermé. Tout le grand problème d'Algérie, c'est comme ça. C'est qu'on ne commence pas par évaluer la situation avant de lancer une réforme. On lance une réforme à partir de rien, comme s'il n'y avait rien. Et finalement, ils sont tombés d'accord après des palabres qui ont duré des semaines et des semaines sur un texte qui a été envoyé à la présidence et qui n'est pas sorti. Bon, ils ont commencé à appliquer des petits bouts, comme ça, mais pas l'esprit de la réforme globalement. Tantôt, on supprime l'enseignement du français en telle année, etc. Ensuite, on le réintroduit, on arabise telle discipline et on réintroduit le français. Et donc, les choses restent assez confuses et provoquent des tensions à l'intérieur de la société, à l'intérieur des individus eux-mêmes. Disons que la population, de façon générale, est très mal à l'aise avec la langue qu'elle utilise. On s'en rend compte assez facilement lorsqu'il y a des interviews à la télévision ou à la radio. On ne verra jamais une interview d'un responsable algérien faite de bout en bout dans une langue ou dans une autre, que ce soit en français ou en arabe. Il y a cette mauvaise conscience, en quelque sorte, qui est sous-jacente chez les francophones, parce qu'ils ne possèdent pas la langue arabe, et en même temps un dédain qu'ils affichent parfois vis-à-vis des personnes qui ne possèdent pas la langue française ou qui parlent mal la langue française. Donc il y a toujours des jugements de valeur sous-jacents à l'usage de ces langues. Et l'école n'arrive pas. L'école n'arrive pas à trouver à la fois un relais dans les familles, un relais dans la société et des méthodes d'enseignement d'un arabe qui ne soit pas un arabe, j'allais dire, artificiel. Car c'est vraiment un arabe artificiel qui est enseigné à l'école, qui est très peu en prise sur la société et qui n'a pas de relais familial. Voilà. Donc c'est un arabe un peu préfabriqué, avec lequel on bricole plus ou moins, et qui ne permet pas un développement souple de la pensée. Et aujourd'hui, donc, la nouvelle ministre, eh bien, elle est en train de batailler contre vents et marées. Les vents et marées étant essentiellement des courants idéologiques, des courants qui ont sacralisé la langue arabe, qui ont sacralisé la dimension religieuse dans la formation du futur citoyen. Personnellement, j'ai signé une tribune il y a quelques semaines avec 6 intellectuels. Et ce n'est que lorsque Le Monde a accepté de publier le tiers du texte, le tiers qu'on a dû charcuter, que les idéologues, les porte-paroles des idéologues à Alger se sont réveillés. Et donc les histoires de réforme, c'est le monstre du Loch Ness. Nous avons en Algérie, malgré la sécheresse des oueds, des monstres du Loch Ness qui n'ont pas besoin d'oueds ni de rivières et qui de temps en temps se réveillent dans les médias. Voilà.